Bonjour à tous et merci d'être venus parler de santé numérique ce matin. Un vaste sujet. J'aime bien commencer quand on parle de santé numérique par montrer ce panorama qui a été réalisé par l'association d'industriels France Biotech en janvier 2024 sur ses membres, donc une représentation un peu de l'écosystème de santé numérique aujourd'hui en France. Et donc vous pouvez voir que c'est un écosystème qui est extrêmement divers et explosé, et que dans santé numérique on a intelligence artificielle, machine learning, chatbot, etc. On a un paquet de solutions qui vont avoir des finalités et des utilisateurs extrêmement différents. Vous allez avoir des outils pour la R&D, donc pour plutôt le développement de la pharma ou des dispositifs médicaux, pour les médecins, pour les patients, pour l'analyse des données, pour l'administration des soins, pour les payeurs, pour la prévention. Bref, on a aujourd'hui quand même une myriade d'innovations en santé numérique qui rendent l'écosystème assez complexe à lire et à comprendre. Alors j'aime bien cette représentation, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous passer par chacun des petites cases, mais c'est une représentation de DTX Alliance, qui est une association américaine d'industriels de thérapie numérique. Mais ils ont catégorisé les solutions de santé numérique entre 4 gros paquets. Donc les paquets, c'est les gros paquets du milieu. Donc vous avez la surveillance, le diagnostic, l'aide à la décision de traitement et le traitement lui-même. Et les 2 colonnes à droite-gauche, c'est les outils qui sont clinical grade, c'est-à-dire réglementés, marqués CE, avec un vrai usage médical et une vraie certification. Et de l'autre côté, des outils qui vont être beaucoup plus bien-être, logistique, mais moins certifiés d'un point de vue médical. Et j'aime bien cette représentation parce que ça illustre à nouveau que quand on parle d'applications, d'outils pour les médecins, c'est important de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de surveillance? Est-ce qu'on parle de diagnostic? Est-ce qu'on parle de traitement? Est-ce qu'on parle d'aide au traitement ou d'aide à la décision? Et donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la petite case bleu foncé, c'est les thérapies numériques. Donc c'est des solutions médicales de traitement pour les patients. Alors de quoi on parle? On parle d'applications qui sont en usage autonome par le patient et qui sont dispositifs médicaux. Quand on dit dispositif médical, ça veut dire que c'est des applications ou des industriels qui ont une vraie revendication médicale assumée et qui l'ont démontré. Et cette revendication médicale, pour avoir le droit de la faire, il y a un organisme certifié, Notified Body, qui vient vérifier la pertinence de cette revendication médicale et est-ce qu'il y a bien des preuves cliniques pour l'étayer. Donc c'est des applications qui ont ce positionnement assez fort et qui ont démontré leurs bénéfices pour les patients dans des études randomisées contrôlées. Ce qui est nouveau, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que certaines de ces applications peuvent maintenant être prescrites et remboursées par la sécurité sociale. Encore un dernier point sur la sémantique, mais c'est assez important. C'est des applications qui ne sont pas de la télésurveillance. La télésurveillance, c'est le patient qui remplit sa blood pressure, poids, pression artérielle, poids, données sanguines, et qui envoie ces données au médecin, et le médecin qui reçoit une alerte. La télésurveillance, ça nécessite un changement d'organisation côté médecin parce que ça nécessite de pouvoir traiter ces alertes. C'est des dispositifs qui existent, qui commencent aussi à être pris en charge en France. Mais les thérapies numériques, la logique, elle est vraiment un usage autonome. Je prescris et l'application est censée avoir un impact thérapeutique sans mon intervention. Et surtout, la thérapie doit être délivrée par le numérique et pas par le médecin à l'autre bout. Et puis, ce ne sont pas non plus les applications type Petit Bambou, Tabac Info Service, Respirelax, qui sont des applications qui sont sans doute aussi efficaces, mais qui aujourd'hui n'ont pas fait le choix d'aller vers du marquage CE, une preuve d'évaluation, une évaluation clinique, et qui n'ont pas non plus soumis de dossier à une conformité aux standards d'efficacité et de sécurité des données. Probablement quand même qu'on fait confiance que ces applications sont bien développées, mais ce n'est pas la même catégorie. On est dans la colonne de gauche de la classification de tout à l'heure. Alors pourquoi ces thérapies numériques aujourd'hui elles nous intéressent, et puis pourquoi aussi la Haute Autorité de Santé a décidé de commencer à les considérer comme des médicaments et à les rembourser? Cette question-là, on se l'est posée chez Aptera, et puis on a regardé parce que, et je vais en reparler, en Allemagne, ça fait 4 ans que ces applications sont remboursées. Et donc on a pu regarder ce qui était remboursé en Allemagne, il y en a une 50aine, et on a été regarder un peu leur mode d'action. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas rocket science.
C'est-à-dire, il y a 3 grosses mécanismes d'action qu'on retrouve très souvent. Il y a de l'éducation thérapeutique, vidéo, texte, audio, quiz, etc. Il y a tout ce qui est auto-suivi. Donc, le patient va se mesurer sa fatigue, son bien-être, son poids, etc. Et puis visualiser ça sous forme de courbe, etc., du journaling, etc. Et puis, il y a toute une brique d'activités et d'exercices plus spécifiques à la pathologie. Parce qu'évidemment, ces applications, pour être marquées CE, il faut qu'elles s'adressent à une population cible extrêmement définie. Donc, c'est par pathologie selon la classification internationale. Donc les exercices, on va avoir sur les applications d'obésité des exercices plus autour de la diététique, de l'activité physique pour les patients qui sont plutôt avec des douleurs lombaires, sur les troubles cognitifs légers, des jeux de mémoire et d'attention, sur les acouphènes, des thérapies sonores. Donc on retrouve cette logique de non seulement éduquer le patient, mais aussi le mettre dans l'action, dans l'exercice, et puis lui faire prendre conscience de des corrélations qu'il peut voir en faisant de l'auto-suivi. L'autre point qui est très intéressant, c'est que ces applications, elles ont pour la plupart repris les bonnes pratiques du monde du digital, et on sait à quel point, hors santé, le monde du digital est doué pour nous rendre tous addicts à certaines applications. Pas toujours pour le bien. Je crois qu'il y a en ce moment même une conférence sur l'addiction aux écrans des enfants, donc il y a quand même ces enjeux-là. Mais donc il y a toute cette logique de notification, de gamification, de personnalisation du programme en fonction du patient, je fixe un objectif dans mon application, dans mon programme, et j'ai du renforcement positif régulièrement. Toutes ces petites logiques comportementales qui sont assez bien étudiées sont dans ces applis-là pour s'assurer que, évidemment, le patient il s'engage et il revient sur l'application. Parce qu'il n'y a aucun impact clinique si le patient ne revient pas. Le dernier point sur un peu la présentation de ce que sont ces thérapies numériques, c'est de regarder dans quelles pathologies on en trouve et dans quelles pathologies elles sont aujourd'hui prises en charge. Notre analyse, c'est que ce sont principalement dans les pathologies où les premières lignes de recommandation de la Haute Autorité de Santé, c'est les thérapies cognitivo-comportementales ou l'application des règles hygiéno-diététiques. Pas très surprenant, vous me direz. Mais donc on retrouve donc la santé mentale, dépression, anxiété, troubles paniques, insomnie, addiction. On va retrouver tout ce qui est autour de l'obésité, nutrition, obésité, diabète, et puis tout ce qui est autour de la gestion de la douleur, donc endométriose, c'est une application qui en Allemagne marche plutôt bien, douleurs chroniques, lombalgie, etc. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu quels sont le type de pathologies qui sont adressées par ces applications-là, et vous comprenez bien pourquoi c'est pertinent aujourd'hui de vous en parler en tant que médecin généraliste, parce que c'est probablement beaucoup des patients que vous voyez, vous, dans votre pratique. Donc ce qui change aujourd'hui sur ce champ, c'est qu'on voit apparaître un peu partout dans le monde, en Europe et aux États-Unis, puisque c'est aussi maintenant dans Medicare, la prise en charge de ces thérapies numériques au même titre que celle des médicaments. La Belgique a commencé un peu à structurer sa certification autour de ces applications-là en 2018. Et puis c'est surtout l'Allemagne qui a donné un vrai coup d'accélérateur sur le champ, fin 2019, en mettant en place ce qu'ils appellent le processus DIGA, pour Digital Application. Et aujourd'hui, 4 ans après, il y a 56 applis remboursées. En Allemagne, près d'1 million d'ordonnances ont été faites en cumulé pour des patients. Donc ça commence à être une option thérapeutique dans l'arsenal du médecin en Allemagne qui émerge de plus en plus. Et en France, on avait été précurseur sur le remboursement de la télésurveillance dans certaines pathologies chroniques. Et la Haute Autorité de Santé a décidé d'étendre ce remboursement à celui des thérapies numériques. Et donc depuis avril 2024, il existe un tarif et un processus pour, en tant qu'industriel, demander à être remboursé comme un médicament. Donc je vais y revenir, mais c'est un processus qui est assez proche de celui du médicament. Petite aparté sur l'Allemagne, puisque c'est quand même là où on a le plus de retours d'expérience. Donc, je vous le disais, 56 apps aujourd'hui remboursées. Il y en avait 65 en tout qui ont été dans le processus aujourd'hui en 4 ans. 36, en Allemagne, ils ont une modalité de prise en charge qui est d'abord une prise en charge temporaire pendant 1 an. Et ensuite, au bout d'1 an, si les preuves cliniques sont concluantes, ils peuvent passer en remboursement permanent. Donc, sur les 65 apps qui ont été revues par l'équivalent de la HAS, le BIFARM, on en a 36 qui ont été listés définitivement.
donc qui sont remboursés définitivement. Il y en a 20 qui sont encore en cours d'évaluation et il y en a 9 qui ont été retirés pour manque de preuve de bénéfice. Et aujourd'hui, alors ça c'est des données de maintenant il y a plus d'un an, en septembre 2023 on était à peu près à 20 000 ordonnances par mois. Aujourd'hui on est plutôt autour de 30 000 ordonnances par mois. Un retour qui était une idée reçue qu'on avait pour la plupart d'entre nous dans le champ, qui était de se dire mais ces applications, elles sont jamais utilisées par les patients. En réalité, alors est-ce grâce à la prescription du médecin, qui met quand même une différence avec je décharge une app et j'utilise, est-ce grâce est-ce parce qu'il y a un biais sur les patients qui sont sélectionnés, mais en tout cas, les retours sur plusieurs milliers de patients, c'est une étude qui a été faite par Barmer sur plusieurs milliers de patients qui ont bénéficié de ces DIGA. Déjà, on voit que une grosse majorité, 53%, voire plus 10%, plus de 60% des patients vont au bout du programme de 3 mois. Premier learning assez intéressant, qu'en moyenne, quand ils utilisent l'application, ils l'utilisent quand même assez longuement. Ça reflète aussi l'exercice un peu qui est derrière l'application. Donc on a 30% des patients qui mettent entre 5 et 10 minutes, qui passent entre 5 et 10 minutes à chaque fois qu'ils l'utilisent. Il y en a quand même une bonne partie qui l'utilisent assez fréquemment. On peut lire aussi ce graphe en se disant qu'il y en a quasiment 25% qui ne l'utilisent pas plus d'une fois par semaine. Mais globalement, ce n'est quand même pas des métriques qu'on attendait. On s'imaginait qu'il y aurait un peu moins de rétention, ça s'appelle, de ces patients sur les apps. Donc c'est une très bonne nouvelle aussi pour les évaluateurs en Allemagne. Je reviens sur la France. La France, donc le process, il s'appelle PECAN. Donc si vous en entendrez peut-être parler. PECAN, c'est la prise en charge anticipée des dispositifs numériques. Et donc le process, c'est assez classique, mais il y a la Haute Autorité de Santé et l'Agence du numérique en santé qui vont revoir la solidité des applications. Il y a une prise en charge temporaire pendant 1 an et ensuite prise en charge permanente après négociation du prix. Concrètement, j'accélère un peu, vous pouvez maintenant prescrire certaines applications. Il faut qu'elles aient le marquage CE. Et le processus qui a été pensé, c'est que les patients n'avancent pas de frais. S'il y a une ordonnance qui a été générée, c'est l'industriel qui facture directement l'assurance maladie et les mutuelles en récupérant l'ordonnance. Et donc rapidement, nous, ce qu'on a voulu proposer pour faciliter la diffusion de ces thérapies, c'est une plateforme qui est gratuite pour les médecins et qui vous permet de facilement identifier et prescrire ces thérapies numériques. Donc vous pouvez identifier ce qui existe aujourd'hui comme application, et encore une fois, on n'est pas en train de parler de centaines d'applications, des applications qui ont fait la démarche de marquage CE d'études cliniques. Dans le monde, il y en a plus d'une centaine, et donc aujourd'hui en France, il n'y en a pas encore beaucoup qui sont disponibles, mais ça, c'est en train d'arriver. Et pour chacune des applications, on a pu extraire la validation clinique, c'est-à-dire nombre d'études, nombre de patients, RCT ou pas RCT, quels étaient les critères de jugement principaux ou secondaires utilisés et le design de l'étude. Et ce qu'on vous permet, c'est de prescrire rapidement. Vous vous connectez avec ProSanté Connect, vous cliquez sur prescrire, on lit la carte vitale, on génère l'ordonnance et surtout, on s'est aussi beaucoup intéressé à post-ordonnance que fait le patient, parce qu'en Allemagne, il y avait un patient sur 3 qui, le fait de devoir envoyer son ordonnance pour recevoir un code, etc., on perdait un patient sur 3, un patient sur 2 presque. Et donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie directement un mail au patient avec l'ordonnance et avec les liens de téléchargement de l'application qui sont aussi sur l'ordonnance qu'on génère et avec un code unique. Et quand le patient met ce code dans l'application qu'il a téléchargée, ça lui évite de devoir redonner l'ordonnance et la carte vitale. On peut dire au fabricant, c'est bon, on a ces données-là, vous n'avez pas besoin de les lui demander. Donc l'objectif, c'est de perdre le moins de patients dans la chaîne de valeur. Et par ailleurs, de vous remonter également, est-ce que le patient a téléchargé ou pas l'application, puisque nous, on le saura, puisque ce code a utilisé ou pas. Donc ça, c'est une info qu'on peut vous remonter. Et aussi, on demandera au patient à 1 mois et à 3 mois, on lui demande qu'est-ce qu'il a pensé du programme. Et c'est une info qu'on vous remonte quand le patient la renseigne, ce qui n'est pas forcément très fréquent. Voilà, concrètement, aujourd'hui sur Aptera, vous avez 3 applications que vous pouvez prescrire qui sont en cours de prise en charge, mais en attendant sur prescription et dans le cadre de l'usage sur Aptera, elles sont mises à disposition gratuitement pour le patient sans avance de frais. Une sur les acouphènes qui s'appelle Auto, une sur la lombalgie qui s'appelle Selfback et une sur l'insomnie chronique qui s'appelle Hello Better. Et dans l'année à venir, vous aurez des applications qui arriveront sur l'obésité, sur la dyslexie, sur l'hyperactivité vésicale avec ou sans incontinence et sur le diabète. Donc c'est quand même un champ qui va
qui va se développer de plus en plus dans les mois et années à venir et qui nous paraît assez pertinent pour aller vers une médecine un peu plus préventive avec beaucoup d'accompagnement, des personnalisations du patient autour des changements comportementaux et de l'application des règles hygiéno-diététiques dont on sait à quel point c'est important. Désolée, j'ai été dans les temps. Merci à vous.